Pas un seul centime ne sera déboursé par les parents de finalistes du Nord Kivu comme droit des participations à l'examen d'État de l'édition 2024. Au total, 9500 finalistes des humanités participent à la dissertation. C'est lundi 6 mai 2024. Ils sont répartis dans plus de 2000 centres de passation, soit une moyenne de 22 candidats par centre. Il faut noter que 13 centres de passation d'examen fonctionnent hors frontières nationales, dont 2 en Angola, 1 en Ouganda, 1 au Rwanda, 5 au Burundi et 4 en Tanzanie. Signalons qu'après la dissertation, les finalistes filières techniques seront soumis aux épreuves traditionnelles ce mardi 7 mai et tous les autres finalistes passeront les 8 mai l'examen de l'oral de français. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la Radio-Télévision nationale congolaise que nous ouvrons par l'interruption de la tournée européenne du chef de l'État et pour cause attaque meurtrière du camp Mugunga dans le Nord Kivu. Les explications dans les reportages de Blandine Zovo. Loin de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés de Mugunga à Goma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sceller davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là, et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il l'avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les 6 axes prioritaires de son action pour les 5 ans à venir. Un ambitieux programme résumé en 6 axes prioritaires. Que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagement que vous avez adopté, accepté, en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Dans une approche interactive, le chef de l'État a répondu aux questions lui posées sur la vie nationale. Le cumul des mandats et la double nationalité ont été largement commentés ici à Bruxelles, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de mieux légiférer sur ces 2 problématiques. Comme je l'ai annoncé au début de ce journal, c'est aujourd'hui lundi 6 mai que les finalistes des humanités passent les épreuves
hors session de l'examen d'État. À Kinshasa, le ministre de l'EPST a exhorté les finalistes à un travail personnel basé sur la confiance de soi et non à la fraude et à la tricherie. C'est à l'Institut Lumumba délimité que le coup d'envoi a été donné pour la dissertation édition 2024, nous dit Anastasie Doumbou. Près de 952 334 candidats finalistes du secondaire sont inscrits à passer ce lundi 6 mai les épreuves hors session réparties dans 2959 centres de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national et en dehors de nos frontières. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi, a donné les coups d'envoi de ces épreuves hors session à l'Institut Lumumba délimité lors de sa tournée dans quelques écoles de la ville-province Kinshasa. Sa profonde reconnaissance au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne cesse de fournir la paix sur l'ensemble du pays. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle court professionnel, elles seront organisées dans 269 centres regroupant 5335 candidats. Aux candidats à ces épreuves, le prime du sous-secteur de l'EPST a demandé de ne pas s'adonner à la fraude et à la tricherie. Pour le professeur Tony Mwabaka Zadi, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences vous inférées par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Il s'est de signaler que le Trésor public a pris en charge les frais de participation des élèves de la province du Nord Kivu, ceux du primaire pour l'ENAFEP, du CTEB pour les TENASOPS et des humanités pour l'examen d'État. Et examen d'État toujours cette fois-ci à Mouika dans les Kasaï. Le centre Mouika 5 basé à l'Institut pédagogique Kolela a servi des cadres pour le lancement des épreuves hors session par l'administrateur du territoire François Minga. Suivez. Le coup d'envoi de ces épreuves préliminaires des examens d'État, édition 2023-2024, a été donné ce lundi 6 mai 2024 en territoire de Mouika, province éducationnelle EPST Kasaï 2, par François Minga, administrateur des territoires, en présence de la délégation de l'inspection générale de l'EPST, le représentant du ministre, le PROVED, l'IPP, les DIPROSEC, ainsi que plusieurs autres anonymes. Prenant en premier la parole, Jean-Pierre Abraham Babisha, PROVED de Kasaï 2, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé son cursus sur l'éducation de la jeunesse congolaise. Jean-Makasinga Agimondo, IPP Kasaïde, donne ici l'effectif attendu à ces épreuves. La province éducationnelle Kasaï 2 va présenter à cette série de l'examen d'État, à la hors-session donc, 19 968 candidats, dont 7 435 filles et 12 533 garçons, répartis dans 76 centres des examens d'État éparpillés à travers les 15 sous-divisions du Kasaï 2. Dans leur prise de parole, les différentes autorités scolaires EPST Kasaï 2 ont émis le vœu de voir ces épreuves se dérouler dans un climat de paix, tout en souhaitant bonne chance aux uns et aux autres. Et pendant ce temps à Tchikapa, dans la province éducationnelle du Kasaï, le ministre provincial à charge de l'éducation a donné les coups d'envoi des épreuves hors session édition 2024, nous dit Franklin Kalombo. Le centre Tchikapa 22, basé à l'Institut du Centre 2, situé dans la commune de Kanzala, province éducationnelle Kasaï 1, a servi de cadre au lancement ce lundi par le ministre provincial en charge de l'éducation des épreuves préliminaires des examens d'État édition 2024
qui démarre avec la dissertation en présence des autorités provinciales de l'EPST Kasaï 1 et celle venue de Kinshasa. Christian Ilanga Wanda, prophète de Kasaï 1, donne ici le nombre de candidats finalistes des humanités attendus à ces épreuves. Les statistiques inscrites à cette session s'estiment à 15 126 candidats, donc 5 105 filles qui seront reçues dans 58 centres planifiés par nos services techniques attitrés à cette fin en province. Notons qu'après le lancement par le ministre provincial de l'éducation de ces épreuves, quelques centres ont été visités pour se rendre compte du climat dans lequel se déroulent ces examens sur l'ensemble de la province du Kasaï. Même son de cloche au Congo central où la ministre provinciale de l'éducation Carole Kiatazabou a procédé au lancement des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024. La cérémonie a eu lieu à Lepelonde dans la ville de Matadi. Suivez. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son infaillible engagement dans la promotion de l'éducation nationale, gage d'un avenir prospère pour la République. Chers finalistes, je vous invite formellement à adopter une attitude conforme aux exigences disciplinaires requises à la passation de ces épreuves, en vous recommandant de vous départir de la tricherie et de la discipline, car la relève du pays attend de vous les valeurs de l'honnêteté, de la responsabilité, du travail et du sens de l'honneur. Sur ce, je déclare lancées les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2024, sur toute l'étendue de la province de Mouta Joseph Kassaboubou. Je vous remercie. Et au Nord Kivu, 14 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des bombes larguées par les M23 RDF les vendredis 3 mai dernier sur les 3 sites abritant les déplacés internes à Muguga dans les quartiers du lac Vert dans le Nord Kivu. Une attaque que le gouverneur militaire qualifie d'un crime de guerre. Suivez. Crime de guerre et crime contre l'humanité, voilà l'acte de RDF M23 qui ont largué à l'aveuglette des bombes dans un camp de déplacés à Goma le 3 mai 2024, explique le gouverneur du Nord Kivu. Les Rwandais et leurs supplétifs M23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui viennent des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons le bilan que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Le général-major Peter Chirimo Minkuba, chef de l'exécutif, avec le FONAREV et d'autres acteurs humanitaires, s'activent pour la prise en charge des victimes. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Il appelle à plus de résilience. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre
pour que les opérations se fassent. Un bilan provisoire de 14 morts et 35 blessés, évolutif par ailleurs. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba a présidé le week-end dernier une réunion du travail avec le cadre de son ministère. Au centre, la sécurisation du pont Lualaba sur la route nationale numéro 39 dans le secteur de Luilou. Nous sommes là à 30 km de la ville de Kolwezi. Suivez. Le pont Lualaba jeté sur la rivière du même nom, sur la route nationale numéro 39 en territoire de Muchacha, province du Lualaba, est le deuxième de par sa longueur de 700 mètres et 21 mètres de largeur, après le majestueux pont Maréchal au Congo central. Ce pont est au cœur du trafic routier entre les deux provinces de l'ex-Katanga, notamment le Haut-Katanga et le Lualaba. Mais seulement un danger guette cette infrastructure qui subit de pression de dépassement de tonnage allant jusqu'à 100 tonnes au lieu de 50 recommandés. Voilà qui crée l'insécurité pour ce pont lui-même et qui peut s'écrouler à tout moment, mais aussi un danger pour les usagers. D'où la sécurisation de cet ouvrage s'avère importante. Préoccupé par cette situation, le gouvernement provincial du Lualaba, qui dirige Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, a dépêché samedi 4 mai son ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda, pour le constat. Sur place, il a présidé une réunion au cabinet de Mme Betty Kiando Katoke, chef de secteur de Luilou. L'élaboration d'un plan stratégique pour la sécurisation de ces ponts de grands intérêts a fait l'objet de cette rencontre. De mesures importantes ont été prises, précision de Deoda Kapenda. À partir de lundi, peut-être après-midi, on met déjà les signaleurs pour qu'ils commencent petit à petit à dire aux chauffeurs. Dorénavant, c'est comme ça. Celui qui vient avec une grande vitesse, s'il dépasse de l'autre côté, les signaleurs avec Motorola, on l'appelle là-bas, on allait ici, on allait faire plus. Le Conseil urbain de sécurité a décidé de ce lundi des mesures en mettant en place 2 barrières en aller et retour sur les dérives. Question de veiller sur le respect du tonnage de véhicules poids lourds afin de préserver la vie de cet ouvrage construit par l'entreprise chinoise Grec 7 sur la supervision de l'office de route. Après son effondrement, le pont Kabangu dans le territoire de Boulungu dans la province du Kwilu, une équipe d'ingénieurs de l'office des routes en charge de pont est descendue sur le lieu pour inspecter et finaliser les travaux de réhabilitation de cet édifice. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, a initié un vaste programme de remplacement de tous les vieux ponts métalliques par des nouveaux ponts de type moderne à travers l'étendue du territoire national. Le pont Kabangu à Boulungu dans la province du Kwilu, 42 mètres de long, a été retenu dans les premiers lots. L'exécution de ces travaux de construction avait démarré le 11 octobre 2023 pour être suspendu le 22 avril 2024 suite à son effondrement. Ainsi, la direction générale de l'office de route a dépêché M. Bernard Moutamba, directeur en charge des ponts, sur le lieu pour faire les constats, l'évaluation et envisager d'autres solutions pour sa réhabilitation. Nous sommes venus sur ce site pour constater effectivement qu'est-ce qui s'était passé. On a interrogé toutes les personnes qui étaient conviées à ces travaux. Nous avons recueilli leurs avis et on a analysé. Michel Miseka, directeur provincial de l'office de route Kwilu, s'est dit satisfait de la visite du directeur national. Pour ces derniers, cet incident a affecté plusieurs personnes, surtout pour les efforts consentis. Boulungu est divisé en 2 rives. D'abord, c'est pour faciliter la connexion entre la rive gauche et la rive droite. Aussi, cette route ici, nationale numéro 10, qui continue vers Vanga jusqu'au-delà même. Donc, c'est un pont qui a une grande importance. Cet ouvrage facilitera la connexion de 2 rives. Ce pont va assurer non seulement le trafic, mais aussi la traversée des élèves pour le lieu des études. Avec une capacité de 45 tonnes, son premier coût était de plus ou moins $200 000. L'Agence française de développement partenaire de la République démocratique du Congo envisage de collaborer avec la presse congolaise à travers les noyaux des journalistes qu'accompagne l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Ces noyaux a échangé avec la directrice de l'AFEO, nous dit Janine Kalenga.
La presse congolaise est-elle libre? Quel genre de difficultés éprouve-t-elle? Traite-t-elle l'information de manière objective? C'est autour de toutes ces questions que Safia Ibrahim Neter, directrice de l'Agence française de développement, a échangé avec les réseaux de journalistes accrédités à l'ambassade de France en RDC à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en plus de savoir ce que les journalistes attendent d'un bailleur de fonds comme l'AFD. Un échange important qui a apporté de l'éclairage dans les deux camps. Satisfaite de cette rencontre, Safia Ibrahim revient sur les temps forts. C'est aujourd'hui la journée internationale de la presse et que serait une démocratie sans cette liberté de la presse. Il nous a semblé naturel de réunir aujourd'hui ces partenaires qu'on a l'habitude de le voir pour évoquer la question de traitement de l'information avec un focus sur c'est quoi l'objectivité. Invité à cet exercice avec la presse, Didier Larocque, premier conseiller à l'ambassade de France, a apprécié à juste titre les prestations de la presse congolaise. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier qui souvent ne souffre pas de compromission. Voilà. Et vous dire que moi, depuis 1 an et demi que je suis là, je trouve qu'il y a toujours des améliorations possibles, mais les améliorations, elles sont possibles pour tout le monde. Cet échange a permis aux journalistes de faire un véritable plaidoyer allant dans le sens de soutenir leur travail en privilégiant les modèles économiques. Le mouvement citoyen Képi Blanc, une structure des organisations de défense des droits de l'homme, fait une lecture d'appréciation sur la gestion des activités du parti UDPS par son secrétaire général après les exploits réalisés dans la mission d'informateur lui confiée par le chef de l'État, avec un œil avisé et observateur. Ces mouvements encouragent le CG de l'UDPS de briguer la présidence du Sénat. Les tout dans ce reportage de Rodé Panda. Les organisations citoyennes pour la défense des droits de l'homme, notamment le mouvement citoyen Képi Blanc, qui observe avec attention les activités politiques de l'UDPS, fait une lecture d'appréciation de par son secrétaire général Augustin Kabouyan, qui n'a cessé de bénéficier de la confiance de l'autorité de référence Félix Tshisekedi, en lui confiant d'abord la charge de l'informateur pour dégager la vraie majorité au sein de l'Union sacrée de la nation, puis informateur, étape qui a précédé la nomination de la première ministre, élue députée nationale, mandatée par la base de la circonscription de Mont-Amba, aujourd'hui sénateur. C'est un parcours élogé, mérité. Pour le mouvement citoyen Képi Blanc, Augustin Kabouyan ne doit pas s'arrêter là. Il l'encourage et lui apporte le soutien pour briguer la présidence du Sénat. Comme qui dirait, on ne change pas le coach qui a fait des exploits avec de bons résultats. Les détracteurs, à mal de positionnement, devraient reculer et laisser la voie au gestionnaire et gardien du temple de l'UDPS. Celui qui va s'ériger en obstacle, il trouvera le mouvement citoyen Képi Blanc sur son chemin. Place à la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Dolo. Suivez. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Goma, le bilan du bombardement du camp de déplacés de Mugunga par le 1-23 s'alourdit. À 14 morts, titre Forum des As. Selon un dernier bilan annoncé samedi par le gouverneur militaire du Nord Kivu, écrit le confrère, le bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma, vendredi 3 mai par les terroristes du 1-23, s'élève à 14 morts et 35 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants. Et ce bilan pourrait encore évoluer selon le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Carnage au camp de Mugunga, Tshisekedi rentre précipitamment à Kinshasa. Désarroi de la communauté internationale, constate pour sa part Econews. En séjour en Europe, le président de la République Félix Tshisekedi a décidé d'écourter son séjour à l'étape de Belgique à la suite du carnage survenu au camp de déplacés de Mugunga où des obus tirés par la coalition d'armées rwandaises 1-23 ont fait plusieurs morts
croit qu'en phase de désengagement dans certaines zones opérationnelles de l'Est, la MONUSCO a condamné fermement le bombardement meurtrier des sites de personnes déplacées à Goma. Washington, pour sa part, accuse le Rwanda d'être à l'origine de ce bombardement. Crime de guerre à Mugunga, la Cour pénale internationale interpellée note le phare. Toutes les réactions d'indignation convergent vers la même requête, l'interpellation de la CPI. Il est instamment demandé au procureur près cette juridiction internationale d'ouvrir une enquête avec comme cible l'armée rwandaise, la véritable machine à tuer en action dans la partie est de la République démocratique du Congo. On boucle cette revue de presse par la livraison de la référence plus qui s'interroge. La RDC bascule en semaine anglaise à propos des jours de travail. Selon le confrère, le samedi est désormais officiellement journée sans travail en République démocratique du Congo pour les agents et fonctionnaires des services publics de l'État, selon le décret signé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Longtemps vers le système anglais de 5 jours de travail par semaine dans les services publics de l'État. C'est par cette revue de presse que nous bouclons complètement ces journaux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la chaîne mère. Au revoir.